Bonjour tout le monde et bienvenue à Dans l'ombre du dragon et plus spécifiquement dans notre nouveau format de podcast de discussion. Donc c'est quelque chose qu'on commence dans cette nouvelle mouture, dans cette deuxième année de Dans l'ombre du dragon. C'est quelque chose on va essayer de faire une fois par mois, discussion des jeux qu'on joue en ce moment, de nos découvertes, des créations qu'on fait, de ce qui se passe dans notre communauté. À chaque discussion, on va avoir un ou une invité différent qui va se joindre à nous, quelqu'un de la communauté, créateur, joueur, maître de jeu, peu importe, et on va discuter de différents sujets. Donc, sans plus tarder, bonsoir aux autres qui sont avec moi, Dominique, Maridou et Jocelyne. Donc, allô. Salut. J'espère que Allô? ça va bien. On commence ça, hein? C'est vraiment juste la discussion, fait que un peu comme nos retours de jeu, ça va ressembler à ça. Et on commence par parler un peu de ce qu'on a fait, à quoi on a joué ce mois-ci. Dans notre cas, il y avait euh, quelque chose spécifique duquel on va parler qu'on a tous joué, du moins quelque peu. Sinon, on peut parler des gens que les gens ne savent pas nécessairement, des gens qui nous écoutent des fois qui sont pas nécessairement sur notre Discord. À quoi vous jouez? À quoi vous jouez comme quand on n'enregistre pas, quand on dans la vie en général? Maridou, à part Blades in the Dark. Donc très récemment, en fait, pour l'Halloween, j'ai organisé un one-shot du jeu Ten Candles. Moi, c'est ma petite tradition d'Halloween. J'aime beaucoup sortir ce jeu-là justement pour faire une game par année parce que Ten Candles est un jeu d'horreur tragique qui joue dans le noir avec des chandelles tout autour qu'on éteint à mesure que la partie progresse et les joueurs se rapprochent de leur mort inévitable. Donc, c'est un jeu qui a quand même une certaine saveur puis une ambiance très, très oppressante, très intéressante, que j'adore personnellement. Et c'est un jeu que je ressors une seule fois par année à mon one-shot d'Halloween, justement pour qu'il garde un peu sa saveur puis tout son intérêt. Fait que j'ai fait mon petit one-shot de l'année, justement, le 29 octobre, je l'ai fait, parce que c'était un samedi, c'était mieux. Puis ça a été super intéressant. Les joueurs ont dû explorer était l'équipage d'un sous-marin qui était en train de plonger dans les profondeurs sans contrôle, alors que le reste de l'équipage était introuvable et ils devaient essayer de découvrir qu'est-ce qui était en train de se passer. Ils se sont rendus compte qu'il y avait comme une espèce d'entité cosmique à l'extérieur du sous-marin qui aspirait les âmes des personnes à l'intérieur. Donc c'était très intéressant. J'ai pas eu la chance encore personnellement de jouer à Tin Candle. Genre, je le vois passer comme depuis qu'il existe, puis ça a juste comme jamais donné, puis il est quand même rendu populaire. Je sais pas qu'est-ce qui l'a rendu aussi, pas mainstream, mais qui l'a rendu aussi connu, essentiellement. Mais je le vois en convention souvent. Je pense qu'il y a quelque chose qui le rend particulièrement intéressant, c'est que souvent, comme ce qui est difficile avec les jeux d'horreur, c'est de créer comme l'ambiance puis instiller le stress pour les joueurs. Mhm. Dans Ten Candle, à cause qu'il y a une mécanique qui fait que si un joueur accidentellement éteint une chandelle autour de la table, c'est-à-dire en parlant trop fort, en faisant un trop grand mouvement, la chandelle est éteinte pour de vrai. Ce qui veut dire que tout est fusion autour de la table, tout ce qui échappe au contrôle des joueurs. J'ai eu à un moment eu une situation où les joueurs ont été super contents de réussir un jet très critique, puis ils se sont un peu exclamés de joie autour de la table et on a vu toutes les chandelles autour de la table comment noircir. Il a fait noir pendant quelques secondes, puis on a Oh juste vu toutes les non. petites flammes revenir graduellement. Et je voyais juste tous les joueurs autour de la table qui avaient le cœur dans la gorge de stress de qu'est-ce qu'ils venaient de faire. Donc, juste par la nature comme du setup et des règles, commence à avoir une ambiance préinstallée dans le jeu. Fait que, je pense que ça facilite beaucoup le jeu d'horreur dans ce sens-là. Le jeu a quand même une esthétique le fun, un mystique le fun, donc je suis pas mal sûre que de bouche à oreille, le jeu a fait beaucoup a gagné en popularité, là. Ouais, je pense que les jeux comme ça, à gimmick un peu, souvent sont plus. Ils attirent
beaucoup plus les yeux. Tu sais, je pense à Alice is Missing qui a connu une grosse popularité aussi, à Dread. Tu parlais de simuler le stress. Je sais pas si tu connais Dread ou si tu as joué, Ah mais ouais, avec la tour de Jenga, j'aime beaucoup de Red c'est aussi. efficace aussi. Mais ouais. Est-ce que. Jocelyne, à quoi tu joues, toi? Moi, c'était assez tranquille dans le dernier mois, mais j'ai toujours ma campagne de Donjons Dragon 5 Avernus, où on est rendu, comme c'est un scénario du commerce, je peux pas vraiment dire ce qui se passe là-dedans, mais on est rendu en enfer. Et sinon, Spoiler! Non, c'est pas vrai. sinon j'ai toujours ma campagne de Chronique oubliée, où on fait une vieille campagne française qui n'est pas si bien vieillie que ça, mais qu'on fait parce que ça nous fait rire quand même, qui s'appelle la Natazorin. Oh non, Natazorine. j'ai entendu bien du mal de ça. C'est ça, ben c'est pour ça que ça nous a donné le goût de la faire, mais on a déjà passé 1 an dessus, puis on est juste à la moitié. Puis à chaque fois, je me dis, mes joueurs vont se décourager, mais on est contents, donc j'ai hâte qu'ils entendent ça, ça va les faire rire. Et puis, c'est pas mal ça pour ce mois-ci, ça a été plutôt tranquille. Chronique oubliée, j'en ai entendu quand même. C'est quelque chose, je sais, qui a été bien populaire en France. Là, je pense que c'est un système comme un peu agnostique, là, qu'il n'y a pas de monde rattaché à ça. Ben, il y a en fait, non, il n'y a pas de monde, mais c'est sûr que là, j'ai surtout joué dans un monde en particulier. Mhm. Et c'est vraiment comme à peu près la version 3.5 de Donjon Dragon, mais un peu modifiée. Puis c'est pour ça qu'on avait choisi ça au départ, parce que c'était un petit peu plus simple. La façon que ça fonctionne, c'est que tu choisis, tu peux pas faire un personnage qui fonctionnera pas parce que tu choisis comme des skills, puis tu montes. Fait que c'est comme un peu simplifié au niveau de la création des personnages. C'est surtout là la différence. Pour le reste, la mécanique du jeu comme tel, ça se ressemble beaucoup. Mais vraiment, quand tu crées ton personnage, t'es plus dirigé vers des voies. Donc, il y en a qui n'aimeraient sûrement pas ça, mais je jouais surtout avec des joueurs débutants. Donc, je choisis ça. Je comprends le plus simple. Au début, j'étais comme 3.5 et 5, ça va pas ensemble pour moi. Non, c'est ça. Mais ouais. Dominique, toi, à quoi tu as joué? À rien. Je suis incapable de trouver un groupe aussi parfait que vous, donc j'aime mieux aussi bien ne pas jouer. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que vous êtes un groupe parfait, mais c'est surtout que j'ai pas vraiment l'occasion de jouer en présentiel. Virtuellement, je voudrais commencer à de temps en temps organiser des one-shots, mais pour l'instant, en dehors du podcast, ce que j'ai fait, c'est surtout continuer la création. Donc, ça se peut que je vous en parle. Jouer à des jeux de rôle solo, mais ça, j'en parle assez dans les journaux de Dandy, je veux pas trop me répéter, mais une chose que j'ai faite, entre autres, pour l'Halloween, c'était de faire une variante de mon jeu de rôle solo, La Redoutée, pour jouer une sorcière qui offre ce dont les personnes désirent le plus, mais en échange de quelque chose qui est finalement beaucoup plus coûteux que qu'est-ce qu'il ou elle pense. Donc, en fait, c'est comme si on écrit un journal de la sorcière qui observe ces gens-là qui passent à travers le territoire pour la chercher, les pièges et les épreuves de son antre, et après qu'il leur offre le marché pour voir s'ils acceptent ou non. Puis on peut même suivre les fils du destin pour voir comment leur sacrifice va les impacter. Ça, c'est disponible en fait à tous les gens qui ont déjà acquis mon jeu à redouter. C'est vraiment ça, une espèce de hack. J'ai fait juste parce que ça me tentait, puis il y a quelqu'un qui m'avait lancé l'idée. Ah oui, ça me fait penser à. Je crois que c'est un animé qui ressemble à ça. Puis je disais, ah oui, ça serait le fun pour l'Halloween. Fait que j'ai décidé de faire ça de mon temps. Je te laisserai pas ne pas dire que t'as sorti ton premier livre papier, quand Ah même. oui. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, hein, c'est quoi ce jeu que t'as sorti? C'est quoi ce beau nouveau jeu qui est dans ma bibliothèque, qui n'attend que d'être joué? Ben, c'est un bébé, effectivement, dont j'ai accouché récemment, mais que... Ben, si on remonte assez loin, je pense que j'ai eu cette idée-là il y a quelques années. Je voulais faire un monde fantastique et après la guerre, tu sais, après les campagnes qu'on joue, par exemple, dans Donjons et Dragons, puis qui est vraiment basé sur la reconstruction, puis le fait de retrouver des choses qui auraient été perdues dans les combats, par exemple, tout ça. Ça a donné ce qui est maintenant devenu Vers le sommet, qui est un jeu... c'est 101 pages, mais honnêtement, plus que la moitié du jeu, c'est des livrets. C'est des fiches comme de personnages, de spécialités de personnages, ou ce que j'appelle des chemins de paix, qui sont les chemins vers lesquels on peut se diriger
pour développer des nouvelles capacités qui sont plus en lien avec la paix. Il y a aussi différents livrets pour incarner des éléments du monde, parce que ça se passe dans une espèce de méga donjon / cité qui s'appelle Morne Sommet, où vivaient avant les monstres et maintenant les humains et les monstres essaient de vivre en harmonie. C'est de voir justement si la communauté va aller plus vers la paix ou va retourner en guerre. C'est basé sur des jeux Belonging Outside Belonging. Si vous connaissez Flotsam, Dream Askew, Bois dormant en français de Melville, il y en a plein. Mais en gros, c'est des jeux sans maître de jeu. Comme Wonder Home aussi, dans le fond, c'en est un. Il y a des différences dans chacun d'entre eux qu'on peut retrouver. Comme Wonder Home, il y avait les différentes natures. Moi, ça peut peut-être y faire penser, sauf que moi, c'est des zones au lieu des zones du donjon. Mais oui, il y a clairement des emprunts qui viennent de ces différents jeux-là que j'aime beaucoup personnellement. Donc, ça me tentait de faire quelque chose dans le même genre. Et c'est maintenant sorti, effectivement, en version papier. C'est la première fois que je fais un jeu papier. Puis c'est le fun d'avoir le fruit de ses labeurs dans ses mains. Puis surtout, c'est à travers le lieu qu'il y a l'impression de demande. Fait que c'est sûr que c'est plus petit, c'est à plus petit volume. Là. C'est pas comme une édition traditionnelle. Mais moi, honnêtement, je cherche pas à faire des revenus importants avec ça. Si je rembourse mes frais, ça sera déjà ça. Parce que j'ai fait appel à une illustratrice. J'ai aussi pris des illustrations d'Evelyne Moreau, Evelyne qu'on a eu sur le podcast, qui en donne à travers son Patreon, puis je lui ai aussi fait un don par rapport à ça pour la rétribuer. C'était mon premier projet dans Publisher aussi, Affinity Publisher, qui est génial pour les gens qui veulent créer leur propre jeu, mais évidemment, comme tous les bons programmes, ça coûte quelque chose. Donc, c'est aussi des frais. Heureusement, contrairement à InDesign, par exemple, tu payes une fois puis tu n'as pas besoin de t'abonner. Faut que tu payes plusieurs fois si tu le veux sur d'autres machines. Oui. Si tu as un Mac puis un PC, supposons des choses comme ça. Mais Oui, sinon, c'est vraiment une belle option. Mais oui, félicitations. Hein? Merci. Félicitations. Moi, c'est assez simple. Là. J'ai 2 campagnes de D&D 5. Oui. Même si on est dans l'ombre du dragon. Scandale! On flirte quand même avec le dragon. Fait que c'est ça. Hein? Ça a donné comme ça. Je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à D&D 5. Fait que j'ai commencé à jouer genre durant le COVID. Puis ça a juste donné que les campagnes se sont enchaînées. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu aussi faire Dans l'ombre du dragon. J'étais comme... J'ai quand même du plaisir à faire du D&D. Mais je m'ennuyais de faire les jeux que j'aime vraiment profondément, qui sont pas du D&D. Donc ça me fait du bien, mais là il y a une campagne qui va finir bientôt, puis j'ai envie, je pense que ça serait une bonne table pour faire du Urban Shadows. Fait que je vais regarder ça avec eux autres. Là, pour ceux qui connaissent pas Urban Shadows, c'est du World of Darkness que les gens peuvent jouer, vampires, loups-garous, des gens qui ont pactisé avec les démons ou autres, mais avec un système propulsé par l'apocalypse. Donc un système qu'on va parler un petit peu plus peut-être maintenant, parce que le prochain sujet, c'est il y a une partie aussi qu'on a tous joué ce mois-ci. Une partie qu'on a commencé, c'est Dominique qui nous a approché après que le Kickstarter pour un nouveau jeu soit sorti, pour le jeu Apocalypse Keys de Ray Nedjadi, qui a fait Cozy Town, qui est un jeu que j'adore, qui a fait We Forestry, un jeu solo que tu as fait sur le podcast, qui a fait Urhunt, ouais. Balik Bayan. Ouais, Balik Bayan. C'est ça que je cherchais. Jeux qui ont une influence occulte, puis je sais que la Ré pratique aussi le tarot, puis ces genres de trucs. Il y en a même certains de ces jeux qui utilisent du tarot. Ouais. Mais oui, si vous voulez que j'en parle un peu, ce qu'on essaie, c'est de faire des campagnes courtes pour sortir un peu du modèle de one-shot, parce qu'il y a certains jeux qui demandent vraiment, je pense, de développer les personnages davantage que ce qu'on peut faire dans un one-shot. C'est du contrôle des jeux propulsés par l'apocalypse, comme Mask, comme Urban Shadows, dont on parlait, et Apocalypse Keys en est un. C'est très basé sur l'évolution des personnages, sur les drames, sur les relations entre eux. Donc, je pense que ça valait la peine d'essayer de le faire sur plusieurs sessions. On n'a pas encore déterminé exactement, peut-être 4 à 5. On va voir comment ça va. On le fait aussi avec un invité qui est Marc, vous connaissez peut-être comme mon oncle Marc Vallière, qui était un ancien des Aventureux. Puis en gros, Apocalypse Keys, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on joue des monstres
qui sont classifiés comme des présages, qui sont des monstres très puissants qui tentent d'empêcher l'apocalypse au service de la Division, qui est cette organisation mondiale un peu ténébreuse, qui essaie d'utiliser les monstres à bon escient. Puis ces monstres-là essaient d'arrêter d'autres monstres ou d'autres personnalités monstrueuses qui, eux ou elles, essayent de causer l'apocalypse, qu'on appelle les précurseurs de l'apocalypse. Évidemment, comme c'est jamais très simple, dans ces questions-là, c'est pas que du noir et du blanc. Les personnages vont devoir combattre leurs propres ténèbres pour pas eux-mêmes ou elles-mêmes devenir des précurseurs de l'apocalypse. C'est inspiré d'œuvres comme Hellboy, Doom Patrol. Il y a plusieurs influences comme ça. C'est contemporain, mais c'est pas non plus très spécifique. On peut jouer à plusieurs endroits, on peut jouer dans plusieurs contextes. Je pense que ça s'adapte très bien en dehors du 20e siècle ou du 21e siècle. Dans ce cas, on a fait une petite vidéo de présentation, oui. si jamais vous voulez aller regarder, qu'on parle rapidement justement du contexte du système pour vous mettre... pour pas que vous soyez trop déstabilisés une fois que vous allez nous écouter puis dire là j'ai combien de jetons de ténèbres puis des choses comme ça. Ça pour vous teaser un peu les personnages qui valent la peine là, honnêtement. Oui, on a des beaux personnages vraiment là, colorés puis j'ai hâte de voir les relations qui vont parce que essentiellement ce qu'on a fait pour le moment c'est ce que vous allez voir éventuellement qui est l'introduction, c'est vraiment une courte introduction. Un court début de partie, mais je pense que ça nous a mis long à la bouche sur la suite. L'eau à la bouche? C'est l'eau à la bouche? Non, Oui. l'eau à la bouche. J'ai dit long à Ça la dépend des préférences, on juge pas. Fait que je pense que c'est pas mal ça pour Apocalypse Keys. Donc on vous tease, mais gardez l'œil ouvert. Nous, on a hâte de jouer, puis on a hâte de vous montrer ça aussi. Ouais, puis je pense que, à mon sens, c'est le premier actual play que je vois d'Apocalypse Keys en français. Ça fait que ça peut être utile comme ressource aussi si vous voulez vous-même apprendre, si vous l'avez pris dans le Kickstarter puis vous savez pas trop comment l'approcher. C'est peut-être un bon endroit où commencer. Ouais. Sinon, Draconis, on va parler du festival Draconis qui est derrière nous, qui était le 12, 13, 14 octobre. Non, 14, 15, 16 octobre. J'étais proche. 14, 15, 16 octobre, que normalement 3 de nous 4 étaient supposés y être, que finalement il y a juste moi qui a été. Donc malheureusement... Donc, Marie-Lou va parler du mariage où elle a été. Ouais. Malheureusement, Jocelyne et Dominique, vous avez pas pu vous présenter. Vous étiez inscrits à quoi? Respectivement. J'étais inscrit au jeu de chandelle qu'on a parlé tantôt, que j'ai manqué. Et puis, je pense Qui avait sa propre Weizen. salle. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et Weizen. Je sais pas, je le prononce. Ah oui, une espèce de jeu un peu fantastique, inspiration scandinave, je pense. Là. Ouais, j'étais déçue, mais je vais m'entendre. Ça revient à chaque année. Ouais. Moi, je suis maudit, en fait. Il y a une malédiction qui fait que quand c'est en présentiel puis que j'offre des parties, je peux pas les offrir. C'est la deuxième fois que je propose d'offrir des parties en présentiel, puis c'est la deuxième fois que je peux pas les offrir. Cette fois-ci parce que j'étais malade. Mais le pire, c'est que dans les dernières éditions en virtuel, j'avais réussi à en offrir, mais bon, on dirait qu'il y a une malédiction par rapport à ça. Fait que je ferai une partie de Vers le sommet, mon jeu, et de Brindlewood Bay, qui est un jeu que j'affectionne beaucoup, qui a des mécaniques d'ailleurs similaires à Apocalypse Keys pour ce qui est de l'enquête, où on joue des vieilles femmes qui enquêtent sur des meurtres. Puis en plus, c'était un scénario spécial pour l'Halloween, dans une villa d'une ancienne célébrité d'Hollywood, où il y avait une espèce de fête. En fait, ça avait été transformé en maison hantée, puis c'est une fête costumée, en tout cas. J'aurais aimé ça le jouer, mais ça n'a pas donné. Je m'étais aussi inscrit à... le jeu de Tyranneuil, de Vincent dans la cour de la princesse de la lune. J'espère que je l'ai pas mal dit. Le vendredi soir. Ça aussi, j'aurais aimé essayer. On pourrait le faire en one-shot éventuellement. Je sais que Vincent aimerait ça nous voir y jouer. Puis Roots. Puis j'avais Roots aussi le samedi après-midi. Que je pourrais parler. Moi, j'ai... Ouais, toi, tu étais. J'y étais. Rapidement, j'ai fait jouer Wonder Home. J'ai fait jouer... j'avais 3 parties. On dirait qu'il y en a une que je me souviens plus c'était quoi. Mais j'ai fait jouer Good Society en version LARP. Donc un GN de Good Society, c'était absolument fantastique. Pour vrai.
Ça me Moi, je suis curieuse. Ouais. Est-ce que le monde était costumé à Draconis en plus? J'ai dit que les costumes n'étaient pas nécessaires. J'ai vraiment insisté parce que je voulais que ce soit accessible, mais il y en a quand même une gang qui est arrivée, quelques-uns qui étaient costumés. Puis je pense que mes moments préférés, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup aux jeux sur table, c'est juste que les personnages sont plus prédéfinis. On était 10. J'ai joué parce qu'il manquait une personne. Fait que j'avais bien fait de pas trop lire les livrets des personnages. Mais essentiellement, je pense que mes bouts préférés, c'est quand tout le monde était dans leur coin de la pièce puis s'écrivait des lettres, puis allait se les porter, puis les lettres se passaient de gauche à droite, mais en main propre, c'était... Il y a un joueur à un moment donné qui vient voir qui fait comme c'est pas pour toi, mais tu l'as intercepté. Puis il m'a laisse, puis il s'en va. Genre, puis en tout cas, puis les rumeurs qui ont créé beaucoup plus de drama que n'importe quoi. Mais ça a été mon gros highlight de la fin de semaine. J'ai joué à Root en tant que joueur, qui a été super le fun aussi. J'ai vraiment aimé ça. Ça me fait beaucoup penser les règles à... C'est un PBTA, mais ça me fait penser à Starforge ou Ironsworn qu'on a joué parce que les actions sont séparées. T'as des actions d'aventure, des actions comme de combat. Fait que t'as comme différentes actions selon les situations dans lesquelles tu te trouves. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'étais un opossum voleur qui est parti avec l'amour de sa vie à la fin de la petite aventure. Euh, Donc, ça a été une très belle partie aussi. Comme à chaque Draconis, moi, c'est le gros... c'est vraiment ce que j'aime le plus à Draconis. À chaque année, si vous avez la chance d'aller à la présentielle, on fait des rencontres assez fantastiques. J'ai rencontré plein de belles personnes. Il y avait aussi le Dragon de Cuivre qui était là, avec plein de jeux indépendants, genre une tonne de jeux indépendants. Puis j'étais comme, ah oui, genre, c'est que oui, il y avait plein de petits jeux magnifiques. Il y avait la quête du bois, qui est quelqu'un qui fait des tables, quelqu'un que je connais, que je savais pas qu'elle allait être là, qui fait des tables de jeux de rôle. Je savais même pas qu'il faisait des tables de jeux de rôle non plus. Je savais juste qu'il gossait le bois, comme on dit. Fait que j'ai eu la chance de jouer à une de ces tables pour Face au Titan. C'est là ça l'autre jeu que j'ai fait jouer. Mais oui, donc c'était un très beau Draconis. Je pense que ça a été un succès encore cette année. Et j'espère voir encore plus de monde en présentiel euh, la prochaine fois ou en ligne aussi. L'offre de jeu aussi a changé, du moins depuis que je vais à Draconis. Je me rappelle, au début, il y avait des tables de Donjons et Dragons à chaque case horaire, qui était du Adventure Lease surtout, mais il y en avait même en anglais et en français. Mhm. Mais depuis, il y a de plus en plus de jeux indépendants, puis de tout type, là, des jeux de type OSR, comme je disais, des jeux d'horreur, des jeux de drama. Puis avant, il fallait quasiment se présenter à la table des jeux à la carte pour trouver quelques autres personnes qui voulaient bien essayer ces jeux étranges. Alors que maintenant, ils sont à l'horaire. Bon, on y participe nous-mêmes en les mettant à l'horaire, ces jeux-là. Ouais. Faut dire, mais cette année, comparativement, il y avait très peu de parties Donjons Dragons. Puis c'est pas mal. Là. Si vous voulez aller à Draconis pour jouer à Donjons Dragons, puis c'est ça votre jeu préféré, il n'y a aucun problème. C'est juste d'avoir une offre diversifiée, puis ça, il y a vraiment ça. J'ai pas les statistiques, vous pouvez aller voir sur le Discord, entre autres, du festival, mais il y avait un nombre de types de systèmes différents très élevés cette année. Ce qu'on a remarqué quand on était là-bas avec les gens de l'organisation puis avec d'autres participants du festival, c'est que les jeux indépendants ou les jeux moins connus se remplissaient presque automatiquement. Oui. Aussitôt que les parties s'ouvraient, ça se remplissait, alors que les jeux que les gens connaissaient déjà restaient ouverts, manquaient de joueurs, etc. Parce que les gens qui vont en Draconis, le public qu'il y a en ce moment, c'est des gens qui recherchent à faire de nouvelles expériences. C'est pas des gens qui vont être intéressés à jouer à des jeux qu'ils jouent déjà dans leur salon. T'sais. Fait que je pense que pour moi, c'est quelque chose de positif, là, mais c'est sûr que c'est toujours triste de voir des tables qui manquent des joueurs. C'est arrivé quelques fois durant le week-end de Draconis, mais ils essaient de remplir le plus possible ces tables-là. Ouais. Il faut dire que Draconis avant était lié au Festival Montréal Joue. Mm-hmm. Ça se passait en même temps en février. Sauf que là, maintenant, si je comprends bien, Montréal Joue a changé de formule pour être sur toute l'année, des événements sur toute l'année. Puis en même temps, Draconis, pour des raisons entre autres liées à la COVID, de peut-être avoir moins de cas pendant l'automne, quoique c'est encore drôle, ont décidé de bouger le festival de février jusqu'à octobre, ce qui fait entre autres qu'il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être juste marché pour découvrir c'est quoi qui se passait pendant Montréal Joue, qui tombait sur le festival,
Là, il y en a peut-être moins de ces gens-là qui sont venus, ce qui fait qu'il y en avait moins. En même temps, selon les statistiques du festival, il y a eu 50% des visiteurs qui étaient nouveaux, qui étaient des nouvelles personnes. Quand même. Ce qui est quand même étonnant, je trouve, vu que la pub, ils ont fait de la pub sur les médias sociaux, mais encore une fois, il n'y avait pas le festival Montréal Joue derrière. Mais qui pose la question, où étaient les 50% d'autres? Où étaient les gens qui étaient là les dernières fois? Pourquoi ils revenaient pas? Ben, peut-être que comme dans mon cas, ils étaient malades. Qu'est-ce que vous... En même temps, je pense qu'on peut pas vraiment se fier à ça parce que pour avoir fait de l'événementiel à ma job, c'est partout de même. Tous les événements qui reprennent en présentiel là, ont beaucoup de difficultés à revoir leur attendance, leur population qu'il y avait avant. C'est beaucoup plus difficile. Fait qu'honnêtement, je pense qu'avec le temps, ça va probablement se recrinquer, mais c'est quelque chose qui est généralisé dans l'événementiel qu'il y a moins de personnes aux événements présentiels. Ouais, sûrement. Il y a eu un autre événement à Draconis que Dominique a pu participer, même s'il n'était pas là. C'était la Jam. Et pour en parler, on va avoir quelqu'un qui va se joindre à nous. Donc, grâce à la magie du montage, vous allez voir apparaître quelqu'un. Donc, à go, tout le monde on claque des doigts. 1, 2, 3. Magie. Magie, on vient de claquer des doigts, t'es apparu. Fait que Jonathan Paradis, créateur de jeux amateur, aussi connu sur Jopa, dans notre communauté Discord. Bienvenue au podcast. Bienvenue à Merci Dans l'ombre de me du recevoir. dragon. Merci Ça de me fait- recevoir. Ça fait longtemps que je suis ça fait longtemps que je traîne autour de vous autres. Là. Je commence à me demander quand est-ce que j'allais être invité à un. T'as passé tous les tests. On Ouais, a c'est joué, ça. c'est ça, on a joué avec toi. On a joué à For the Queen, dans mon cas. Je Vers le pense. sommet, t'as un Par des le sommet playtesters. avec. Dans le sommet. Fait que quand même, pis t'es là depuis presque le début de la communauté. Fait que ça nous fait. Oh, le livre en plus est là. Il est juste là. Fait Je que le fais, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de te recevoir. Et on te reçoit aussi pour parler de la jam de Draconis. Parce que, dont moi et Dominique, on a été jury, mais toi, t'as participé. Et t'as non seulement participé, mais tu l'as aussi gagné. Hein? Ouais. Ben, écoute, une des raisons étant que vous faisiez partie des jurys. Non. C'est ça. On n'a pas été Pas eu. payés, on n'avait pas de parti pris. Non, dans le sens, pas dans ce sens-là, dans le sens où vous pouviez pas participer, tu sais, avec j'avais ok. moins de compétition un petit peu. Comme, Non, on va non. pas créer de scandale. Je suis pas en train de dire, non, je vous ai graissé la patte. Là. Puis, était-tu bon, votre chocolat favori? Non. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un honneur pour vrai. C'était vraiment un jam intéressant, si on va en parler, là, justement, de ça. Puis, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je reviendrai là-dessus quand on va parler de mon jeu plus spécifiquement. Pour remettre en contexte, essentiellement, Draconis, c'était leur deuxième jam, si je me trompe pas. La première, Ouais. Dominique et Jonathan, vous aviez été dans le top 3, les deux, je pense. Ouais. Dominique deuxième. Ouais. Fait que techniquement, s'il avait participé à cette jam-là, il aurait été 0. Alors, il aurait été- Est-ce que ça s'annule Au-dessus de puis se moi. ramasse en bas de l'échelle, c'est ça? Ah, peut-être. Peut-être ça. Mais donc, c'est ça. Et là, c'était la deuxième. Et moi et Dominique, on a eu l'honneur d'être invités en tant que jury. Le thème. Moi, je me suis proposé, je dois avouer, parce que ça me tentait d'avoir cette expérience-là. Ok, moi aussi, je me suis fait inviter. C'est ça, parce qu'il y avait pas, ils ont pas pensé que les deux, on avait comme des goûts similaires. Ouais, ça a été vraiment pas une préoccupation, mais oui, une préoccupation de moi et Dominique de s'assurer qu'on n'avait pas exactement les mêmes choix. Ouais. Ça a donné qu'on n'avait pas les mêmes bien choix, donné. mais on sait très bien qu'on a des goûts très, très similaires. Là. Fait que on voulait pas Il y avait comme des gens qui étaient plus, qui représentaient plus les jeux, disons, j'aime pas ça dire traditionnels, mais disons, tu sais, moins expérimentaux que les nôtres, là. Fait qu'il y avait quand même un certain équilibre, je dirais, dans les juges. Ouais, il y avait une belle, pour vrai, il y avait une belle représentation au niveau des goûts des juges et il y avait une belle représentation au niveau des jeux aussi. C'était vraiment plein de jeux Mhm. assez différents. Et c'est ça, le thème, c'était le retour. Parce que c'était le retour en présentiel de Draconis. Donc, Ouais. on a eu plein de jeux autour de ça. D'excellents jeux. J'avais fait un petit tour juste avant de venir ici, là, puis j'étais tombé. Ben, déjà, le top 3 était intéressant. Hein, le premier, c'est le meilleur. Mais non, mais sans blague, deux jeux tu sais, les deux jeux qui ont fait les deux autres jeux qui ont fait le podium.
Je me demande encore aujourd'hui pourquoi je les ai devancés. Mais, euh, c'est plate parce que juste avant qu'on se mette à enregistrer, mon ordi m'a planté d'en face. Puis là, j'ai plus ces onglets-là d'ouvert. Donc, j'ai pas noté les auteurs, mais il y avait Retour à la normale qui s'est classé deuxième. Je sais pas si vous vous en rappelez ou si vous avez eu le temps de le lire récemment, mais Ben, moi, j'avais fait une feuille Excel pour faire. Parce que ça, c'est moi. Puis je l'ai retrouvé. Fait que, ouais, je me rappelle pas mal. Puis c'était un de mes coups de cœur, Retour à normal aussi. Ouais, moi oui, aussi, c'était dans mes coups de cœur. C'est moi. mais dans les jams, dans les jeux qui vont vraiment jouer dans euh, le développement de personnages, tu sais, un jeu en 2 pages qui va aussi profondément dans le développement de personnages, c'est vraiment un tour de force, là. Moi, j'ai trouvé ça super intelligent. J'ai aimé aussi que le système soit vraiment des phases dans lesquelles les joueurs ont des rôles un peu différents, c'est-à-dire mécaniquement. Là, bon, tu poses une question à celui qui est en face de toi, tu poses une question à celui que. Tu fais une scène avec quelqu'un qui s'attend de faire une scène. Tu sais. Chacune des phases a sa petite saveur de même. C'était super intelligent. Ça prend rien pour jouer à ça. Carrément une feuille de papier, même pas. Tu sais. Si t'as le jeu devant toi, t'es capable de rouler le jeu au complet. Fait que c'est un plus. Pour mettre en Euh, contexte, Jocelyne McDo et aussi les gens qui nous écoutent, essentiellement, la prémisse de Retour à la normale, c'était il y a un événement qui se passe, qui oui, chamboule la vie des gens. Et on voit comment cet événement-là impacte la communauté, impacte les gens autour de l'événement avant que ça se passe, pendant que ça se passe, après, genre un peu après, comme une journée, une semaine, un mois, plusieurs années, etc. Fait que tu vois l'impact à travers le temps pendant le retour à la normale. Fait ouais, effectivement. Fait que c'était super beau comme jeu. Vraiment un beau jeu, là. C'est inspirant, là. ouais. C'est Justement. par de Clouds Below sur Itch.io. Je sais pas si c'est le vrai nom de l'auteur ou de Je l'autrice, pense mais que c'est pas Zenobia qui a Oui, c'est joint Zenobia. récemment c'est c'est Zenobia, ça, ouais. notre C'est Discord. Zenobia. Ouais, On la effectivement. salue. Oui. Oui. Puis, une petite étoile à son idée toute simple. Ça part du fait qu'il y a un événement un peu, ben, euh, pas traumatique, c'est pas le mot, là, mais un événement exceptionnel qui s'est produit dans une ville, dans une communauté. Puis pour déterminer de quoi la communauté est faite, chacun des joueurs incorpore un mot-clé. Donc moi je choisis fleur, Dominique choisit montagne, puis Étienne choisit peu importe vert. Ben là on met tout ça ensemble, puis c'est un village dans la montagne avec des fleurs faites de vert un peu partout. Wow. C'est déjà juste ça, on a un super beau setup pour commencer à créer une situation. Mhm. Fait que, en une phrase, en des règles qui se concises en une phrase, on est capable de faire une communauté au complet. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Parce que c'est difficile de faire un jeu en 2 pages, je peux vous le dire. Ou faire en 1 page, ou même il y a des concours des fois en 500 mots. Tout ça, ça demande vraiment un esprit de synthèse assez important. Puis c'est là qu'on voit qu'est-ce que sont des mécaniques vraiment efficaces. Oui. Puis le génie le retour de retour en la normale, c'est que c'est important dans n'importe quel jeu de rôle, mais c'est encore plus important dans les jeux en 2 pages, d'avoir des assises communes, des points de référence communs, tout de suite. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de faire ça en si peu de mots. À part soit utiliser des référents communs qui existent déjà, comme c'est le cas dans mon jeu. Là. Écoute, c'est du monde qui m'a tué Dracula. Là. Je pense qu'on a tous vu un film de vampire. Là. Euh, ou en tout cas, jouer à Castlevania ou peu importe. Puis il y a dans l'autre extrême, Retour à la normale, qui te donne un contexte un peu vague, mais qui te donne les outils pour créer de quoi ensemble. Puis ça, c'est osé. Puis ça a super bien réussi. Fait que, chapeau. C'était En c'était troisième très, place, très. il y a eu Trop tôt, trop tard, Oui. qui était de Frisson, avec un PH, qui était un jeu. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé la prémisse, Ouais. qui était pas dans mes coups de cœur, mais qui était quand même une excellente soumission, qui est essentiellement qu'on est une agence de relations publiques
qui essaie de rattraper les gaffes d'une star. Essaie de la remettre sur scène Ouais, après ça. une longue absence. Ouais, c'est ça. Après une Pas longue de contrat absence. ou Puis, whatever. tout est fait pour aller quand même pas si bien que ça. Pour du moins avoir certains bâtons dans les roues. Là. J'aime ça l'idée que en fait les joueurs incarnent c'est les agents justement. Donc il y a personne qui joue la star. Ça c'est vraiment intéressant comme idée je trouve. Là. De mettre un personnage de l'avant, mais en même temps non, on joue dans les coulisses de ce qui fait que cette personne-là rayonne. T'sais. Ou en tout cas, ou il rayonne pas. Parce que l'idée de trop tôt, trop tard, c'est que ton comeback souvent va se faire soit trop tôt ou trop tard. T'sais. Tu vas agir trop tôt ou trop tard. En tout cas, ça revient là, dans les thématiques du jeu. Puis ça aussi, assez génial, je trouve. Il y avait le principe que les fiches de personnages, c'est des cartes d'affaires. Ouais. Puis tu mets tes différentes statistiques et autres dessus. Puis à chaque fois qu'il y a un échec, il faut que tu barres quelque chose. Puis la dernière chose que tu dois barrer, c'est ton emploi, essentiellement. Fait que si tu barres ton emploi, c'est que t'es renvoyé. Fait que c'est quand même des belles idées de mécanique. Là. Ça, c'est génial. Philippe Harrison qui a écrit ça, puis c'est lui qui avait gagné la dernière édition. Il y a vraiment je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées, puis il y a vraiment des bonnes façons de traduire ces idées en mécanique de jeu, là. Fait que... C'est souvent ce qui est plus difficile. Pour les gens qui aimeraient ça faire du game design, c'est à la fois plus difficile qu'on pense et moins difficile qu'on pense. Je trouve que ce qui est dur souvent, c'est avoir l'idée. Des fois, ça peut être difficile. Puis après, c'est se partir. Mais dès que t'es parti, normalement, ou du moins dans mon expérience, là, une fois que t'es parti, une fois que t'as commencé à écrire, même si c'est pas parfait, tu vas réussir à pondre quelque chose. T'sais. Parce qu'un c'est jeu. de la pratique. C'est comme n'importe quel art. C'est comme écrire. Comment on devait écrivain. Mais en écrivant. C'est la même chose avec le game design. Puis en faisant des petits jeux. Comme je sais pas si Jocelyn ou Marilou, c'est quelque chose qui vous intéresserait, par exemple, de faire des jams. Mais je sais que c'est une bonne manière de commencer pour les gens qui n'en ont jamais fait. Moi, en fait, techniquement, c'est comme ça que j'ai commencé il y a longtemps, il y a plusieurs années, en faisant justement des concours de 500 mots. Les seuls jeux que j'ai faits jusqu'à maintenant, c'est avec des jams. Puis c'est sous la pression, puis c'est à la dernière minute. La pression des pairs, c'est une très bonne motivation. Ouais, pour vrai. C'est effectivement quelque chose qui pourrait m'intéresser down the line, mais c'est aussi quelque chose qui m'intimide excessivement. Là. On dirait que on dirait que moi, je suis bonne pour essayer de trouver des histoires que je raconte à travers le jeu de rôle. Mais trouver une prémisse puis construire les mécaniques autour, on dirait comme que c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. C'est quelque chose que je trouve particulièrement difficile, honnêtement. Mais la beauté du game design aussi, c'est que, surtout, si c'est ça qui te fait peur, t'as tellement de jeux à copier. Ouais. La plupart des autrices et des auteurs, c'est un honneur pour la plupart des autrices et des auteurs que quelqu'un prenne tes règles, s'inspire de tes règles. La plupart sont... La majorité des indépendants sont en licence libre, justement, pour ça. Parce que c'est un honneur, quelqu'un s'inspire de ce que tu as fait pour créer son propre jeu. Tu sais, prendre les règles de Goblin Punks, Definitely Wizard, faire quelque chose, c'est super simple. Au-delà de ça, c'est pas seulement un honneur, mais c'est aussi nécessaire. Parce que la création, en général... Ça part pas de nulle part, c'est ça. Là. Oui, c'est ça. C'est une espèce de... Tu sais, c'est prendre des éléments à gauche, à droite, puis reformuler une thèse avec ça, tu sais. Puis, ultimement, là, l'art de Jeff Koons, aujourd'hui, c'est un artiste visuel... Il y a un fil qui le ramène à Léonard de Vinci ou à peu importe quel artiste là, de la Renaissance, puis on peut aller jusqu'à... Bref, fait que ultimement, on se copie, puis c'est normal de faire ça. Puis je fais des shout-outs dans mon jeu, justement, à 3 affaires que j'ai tellement copiées, là, ça n'a aucun sens. Mais ma proposition n'est pas un calque de ces choses-là avec un makeover, là, une espèce du make-up là, sur le jeu. Sinon, ça serait Pathfinder. Oh. Oh non! Qu'est-ce que je dis là? Non, même à ça, Pathfinder. Non. Pathfinder, c'est l'idée que 3.5 c'était le fun. On va continuer dans cette veine-là. C'est pas. C'est pour les gens qui aimaient ça, ont eu quelque chose dans. Ils ont rajouté, puis ils ont eu mais encore justement, plus. un des jeux de rôle les plus connus et les plus populaires est un hack, en quelque sorte. Je veux dire, ils ont mis beaucoup de travail là-dedans, mais ça reste un hack
de la 3e édition de Donjons Dragons. Comme les Donjons Dragons, les différentes éditions sont des hacks des éditions précédentes aussi. Ouais, c'est ça. C'est un bon exemple que c'est pas besoin d'aller avec des règles super originales pour une jam. On a eu Dino Voyou, qui était un excellent jeu de la jam, qu'on jouait des dinosaures un peu Les voyous. dinosaures gangsters, là, c'est Gangster. tellement hot. Là. C'était un hack de Lasers and Feelings, fait que le même principe que Definitely Wizard un peu, puis tous ces jeux-là. Pour, c'est super simple, pour- vraiment, vraiment élégant. On a eu un jeu qui était juste fait pour être ajouté à une partie de For the Queen. Fait qui s'appelait Après la Reine de Bugeaud, qui fait partie de notre communauté aussi. Fait que c'est vraiment juste quelque chose pour voir qu'est-ce qui se passe avec la reine, genre après qu'on ait défendu ou non la reine. Dans Je trouve que les hacks comme ça, c'est pour des gens qui sont intéressés à rentrer dans le game design, mais qui sont intimidés peut-être comme Marilou un peu là, par l'idée de faire un jeu. Ben faire un hack, c'est parfait pour ça. Tu fais juste prendre quelque chose que tu aimes déjà. Idéalement, tu fais un hack d'un petit jeu. Là. Tu te lances pas dans un hack de Finder. Puis part de là, tu changes un peu les thématiques, tu comprends un peu les mécaniques. C'est ça qui est le fun, c'est qu'en changeant les gears de place, tu réalises l'importance que chacun de ces gears-là avait, chacune de ces pièces-là avait dans tout le jeu, en fait, là, dans les mécaniques du jeu. Puis là, ça te met vraiment en contact avec du game design. Tu sais, nous qui créons ici, ultimement, on a tout fait un peu de homebrew de Donjon Dragon à un moment donné, puis c'est ça le début de notre aventure de game design. Puis on a juste extrapolé là-dessus. C'est vrai, aussitôt que tu changes une mini-règle à un jeu de rôle que tu as déjà joué, techniquement, tu as fait du game design. Ouais. Ben, en fait, quand t'es Game Master, c'est sûr que tu fais ça à un moment donné. Surtout dans Donjons et Dragons. Ignorer une règle, c'est du game design. Ben oui, le pire, c'est un statement, une règle, c'est regarder le jeu, faire comme ça, non. ça marche pas, ça on s'en fout. Ou, au contraire, ça prendrait ça. T'sais. Puis, hey, on le sait, il y a quantité innombrable de homebrew dans D&D, justement. T'sais. Même des gens qui vont jusqu'à dire que tu peux jouer à tout avec D&D grâce à cette magie-là du homebrew. Là. Mais c'est une autre histoire. Et en Mais parlant... si vous voulez en apprendre plus sur les jeux, je voulais juste mentionner que si vous voulez lire ces jeux, ces pépites qui ont été sortis dans le cadre de la Jam, vous pouvez chercher Jam Draconis d'automne sur itch.io. Vous pouvez aussi aller voir sur la nouvelle page de Dans l'ombre du dragon sur itch.io où on tient des collections des jeux de rôle québécois. Toutes les créations faites dans le domaine du jeu de rôle québécois en anglais et en français. Fait que vous allez retrouver tous ces jeux-là de toute façon dans ces collections-là et plein d'autres jeux qui sont disponibles sur les internets. Et je continue le cri du cœur en disant que on veut que plus de monde crée, puis on veut montrer que c'est simple créer des jeux. Fait qu'on va faire des jams avec Dans l'ombre du dragon. On veut créer éventuellement des recueils, c'est dans nos plans. Fait que on vous met pas de pression, Jocelyne puis Maglou, mais Pas de pression. Si vous l'avez dit, la pression des pairs, c'est un motivateur. créer en groupe, ça se fait bien aussi. Mais sinon, parle-nous de ton jeu, Jonathan. Parle-nous de la 6e excursion, le jeu numéro 1 de la Jam d'automne 2022 de Draconis. 5 coups de cœur sur 6 juges. Ouais, merci. Ouais, pour vrai, j'étais vraiment épaté de savoir ça. Là. Honnêtement, là, quand j'ai soumis ce jeu-là, je me disais, bon, je ferai pas le podium, mais c'est pas grave, j'ai donné ce que j'avais. D'ailleurs, on s'excuse, on a juste réussi, moi puis Dominique, à menacer 3 autres juges. On n'a pas trouvé c'était qui l'autre qu'on avait oublié de menacer pour qu'il vote pour toi aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que je vous ai soudoyé, c'est vrai, c'est connu. Non, c'est ça. Ben c'est ça, 6e excursion, qui est étrangement mon 6e jeu. En fait, techniquement, c'était mon 7e. Je me suis ravisé parce que, en tout cas, j'ai soumis un jeu pour un magazine qui me demandait de pas le publier tant que j'avais pas reçu de nouvelles d'eux. Bref, j'ai jamais eu de nouvelles. En tout cas, oui, 6e excursion, un jeu tout simple. La prémisse, c'est que vous êtes des chasseurs de vampires qui avaient déjà été dans le château de Dracula pour empêcher son retour. Puis, on en est à la 6e fois que ça arrive dans nos vies. Dans cette fois-là, ce qui est particulier, c'est que ça fait tellement de fois que les joueurs sont confrontés à Dracula que tout le monde se rappelle
d'une des ailes du château à peu près par cœur. Puis, comment on traduit ça mécaniquement? Puis ça, c'est une idée que j'ai volée à un des jeunes de la communauté, là, Bruno Tremblay, avec son accord, évidemment. Il a fait un jeu qui s'appelait Tout en carton, où on devait explorer la tombe de Tout en carton avec des bouts de carton, en tout cas, c'était éloquent. Puis son idée de base, je l'aimais beaucoup, c'est que chaque joueur créait une pièce de la tombe de Tout en carton, ainsi qu'un objet. Mais ça, j'ai pas pris cette partie-là. Mais l'idée de créer la pièce, c'était ça l'idée de base que j'ai eue, en fait. J'ai eu un flash de je vais faire de quoi avec Dracula. Tu sais, c'est cheesy, mais ça marche. En plus, le jump finit dans le coin de l'Halloween, c'est parfait. Dans le coin de l'Halloween. Je pensais qu'elle allait finir dans le coin de l'Halloween, là. Puis, je me disais, ce serait cool de justement faire un genre de dungeon crawl dans le château de Dracula, mais tous les joueurs ont contribué à faire le château. C'est ça l'idée de base de base. Euh, Évidemment, ça a évolué parce que c'est plus pantoute un dungeon crawl, loin de là. Mais c'est ça le principe en fait de base. Vous êtes des chasseurs de vampires, vous prenez dans le château de Dracula, chacun des chasseurs connaît une aile par cœur. Quand vous êtes rendu à explorer cette aile-là, ben le joueur qui l'a créé peut avoir certains avantages. Je passe une mécanique là. Mais ouais, ça part de l'idée de Bruno Tremblay que j'ai voulu juxtaposer à Dracula. Puis ça a donné ça. Un jeu qui, quand je l'ai donné à Draconis, j'étais pas. J'ai eu l'impression de manquer de temps. Tu sais, je l'ai remis vraiment à dernière minute. Puis c'était une série de circonstances qui fait en sorte que j'ai pas mis le temps que je voulais là-dessus, là. Euh, mais finalement, bon, j'ai la première place, je suis bien heureux là, de ça. Arrêtez-moi quelqu'un. Posez-moi une question. Je sais pas de quoi vous voulez qu'on parle de cette. Moi, je peux commencer à dire qu'est-ce Ouais. que j'avais trouvé du jeu. En fait, j'ai pas mal tout aimé du jeu. Je me rappelle que j'ai Ah, apprécié le fait que ça peut jouer en solo. Ça, c'est oui. toujours un plus pour moi, que c'était très complet, même si tu as peut-être manqué de temps pour mettre tout ce que tu voulais. Je trouve que c'est une expérience qui se contient bien en elle-même. Il y a un côté jeu vidéo qui est assumé pour moi, avec Mhm. le fait qu'il y ait des maîtres comme des boss. C'est comme des niveaux. Moi, j'aime ça, les jeux qui s'assument. Mais en même temps, il y a aussi de la place pour la narration à travers, entre autres, les flashbacks. Puis ça, c'est important parce que j'ai vu, par exemple, dans, comment ça s'appelait, Rune, que j'avais fait dans un des journaux de Dandy, qui voulait recréer des roguelites et tout ça, ou des jeux à Dark Souls. Il y avait comme un côté pour moi qui manquait, qui était justement le côté interprétation du, euh, du personnage pour ajouter un peu de viande autour de l'os. Puis je trouvais qu'il y avait du potentiel quand même pour ça. Puis on n'est pas obligé, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir des listes complètes ou dans un jeu de 2 pages, on peut juste effleurer des choses puis laisser. Je pense que c'est une bonne idée de laisser les joueurs et les joueuses rajouter du leur. Puis j'ai trouvé qu'ils faisaient ça. Puis j'ai aimé la diversité des différents types de résultats puis d'échecs qu'on pouvait avoir. Non, ben, même j'en aurais pris plus, comme s'il y avait eu plus d'exemples de maîtres. Tu sais, je verrais Ouais. bien comment ou des inspirations pour aider à faire les pièces. On a déjà quelques-unes qui étaient mentionnées, mais les maîtres, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Je voudrais avoir des. Je voudrais savoir qu'est-ce qui sort de ton, de ton imaginaire, puis qu'est-ce que tu voyais comme étant des maîtres. Ok. Ouais, basically n'importe quel boss dans Ouais, c'est ça. Castlevania. C'est ça l'idée. Mais j'étais allé un peu plus loin, là. J'ai ouvert ça à n'importe quelle créature mythologique, surtout pour justement aller dans le référent commun, là. Parce Ouais. que, tu sais, utiliser des boss de Castlevania en tant que tel, ça dit rien à la plupart des gens, là. Fait que y aller avec Méduse puis Minotaur, là, c'est un petit peu plus éloquent, je trouvais, là. Je pense définitivement que même si quelqu'un n'était pas familier avec l'imaginaire de Castlevania, pouvait quand même bien saisir l'essence de ton jeu, là. Ouais. Content d'entendre ça parce que c'est un souci là. Tu sais, l'accessibilité, c'est quand j'écris un jeu, c'est tout le temps ben, l'accessibilité. Je suis pas encore rendu très bon pour faire des textes qui sont accessibles dans le sens, tu sais, pour les gens dyslexiques, tout ça. Bon, j'ai pas vraiment les outils qu'il faut là, pour faire ça encore. C'est dur d'intégrer ça dans, tu sais, je veux pas, quand tu fais du design amateur, il n'y a personne qui t'édite, là. Tu fais ça Non, c'est toi-même, ça. puis tu utilises des programmes qui ne te guident pas nécessairement dans cette voie-là, bref. Mais accessible dans le sens où je veux que n'importe qui a un intérêt pour le jeu de rôle, peu importe
le champ. Si le thème t'intéresse, tu peux être capable d'embarquer dedans. Mhm. J'ai fait, j'ai fait un jeu pour un autre jam. Oui, mon hack de Lasers and Feelings qui s'appelait Drags from Mars. C'est on joue des drag queens qui partent de Mars pour aller sauver la Terre de l'intolérance, là. Ben, tu sais, la prémisse est tellement stupide, là. Tu sais, mais en même temps, c'est un référent commun absolu, là. Tu sais, des Stupide ou extraterrestres. d'actualité? Ben, écoute, d'actualité dans le sens où il y a de l'intolérance, mais j'attends toujours les drag queens qui arrivent de Mars, là. Nous aussi. Euh, mais c'est ça, tu sais, fait que dans la sixième excursion, il y avait tout le temps ce souci-là de faire en sorte que ben, n'importe qui voit la prémisse, qui se dit «Ah, c'est cool», arrive dedans, puis soit pas intimidé par tous des concepts un peu flous euh, qu'on peut retrouver dans Castlevania, là, par exemple. Mhm. Une autre influence notable que j'ai eue pour Castlevania, puis dans le carton, c'est ce petit jeu-là Mhm. d'un de mes designers préférés. En fait, du designer qui m'a ouvert l'esprit vers les jeux autres que Donjon Dragon, puis c'est John Harper. Aussi écrit par Sean Nittner d'ailleurs. C'est Et ton Aegon. jeu Agon, je le dis juste pour les gens qui nous écoutent en audio Ouais, seulement. c'est ça, Ouais, Aegon. Ouais, que j'ai pas j'étais eu en la train de. chance encore de lire ou de jouer. Justine, tu en avais parlé un peu, je pense, de Agon. C'est un jeu que tu voulais jouer éventuellement. Ouais, j'aimerais ça jouer à ça. Ouais, ben, moi aussi. Fait que, mais c'est vraiment intéressant. Ben, pour vrai, il m'intimide un petit peu ce jeu-là parce qu'il est à la fois narratif et structuré. Puis ça, j'ai pas l'habitude de faire ça. Surtout que, tu sais, je pars de, mettons, Blades in the Dark de John Harper, puis c'est pas. La structure est assez lousse, tu sais. Tandis que là, dans Aegon, c'est vraiment il y a des étapes à suivre, il y a C'est le plus schéma structuré que narratif. Blades in the Dark. Moi, je C'est trouve Blades in très. the Dark très structuré. Pour mon Ah, goût, personnel. ouais, ben, je comprends ce que tu dis. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est le paradoxe Blaze in the Dark, là. Il paraît structuré, mais il faut pas qu'il le soit. C'est spécial, ce jeu-là. Euh, mais ouais, Aegon, c'est vraiment. En fait, dans la sixième excursion, chaque aile qui est visitée, chaque maître qui est combattu, puis le combat final de Dracula, c'est trois paramètres qui ont des règles un peu différentes les unes des autres. Des opportunités de narration. Hein, les joueurs se font donner des opportunités de narration dans chacune de ces phases-là qui sont différentes d'une phase à l'autre. Mais ça, c'est directement inspiré euh, ouais, de Aegon. Mhm. Parce que dans Aegon, on retrouve un peu ces phases-là. Puis à chaque phase, c'est ça, la narration change un petit peu. Ce que tu peux dire, la façon dont tu racontes les choses change un peu. Puis c'est en plein ça. Tu sais, quelqu'un qui réussit bien, qui fait un bon jet de cartes, en fait, dans mon jeu, quand il confronte une pièce piégée dans une aile, peut pas décrire ce qu'il veut. Il faut qu'il décrive comment il a réussi à surpasser le piège. Après ça, quand on se bat contre un maître, ben, c'est comment il a réussi à blesser le maître contre Dracula, etc., etc. Fait que cette idée-là de structurer un peu ce qui peut être dit, mais de donner un peu de liberté quand même dans cette structure-là, ça vient de Egon. Euh, Puis l'autre, le concept aussi que celui qui a le meilleur jet peut dire la chose la plus badass souvent aussi, là. Comme pour chacun des maîtres ou pour Dracula, celui qui a le meilleur jet, ben c'est lui qui donne le coup de grâce au final. T'sais. Fait qu'on- on art en commençant par ceux qui se font blesser, après ça, ceux qui réussissent à donner des coups à Dracula, puis ça finit avec celui qui réussit à donner le coup de grâce. Fait que narration structurée, mais on donne du lousse, on donne un peu de liberté aux joueurs tout de même. Cette idée-là vient de Egon. Mais pour vrai, vraiment, chapeau et bravo pour ce jeu. C'est un merveilleux jeu qui, je pense que, comme le montre bien le concours, a charmé plusieurs personnes à la lecture. Là. Moi, t'étais pas là, mais j'étais là quand les jurys. C'est moi qui a eu l'honneur de présenter ton jeu. Et à voir les autres jurys aussi. Il y avait vraiment un amour palpable pour ce jeu. Je pense que les gens ont été charmés. Puis je pense que c'est un des plus beaux compliments que quelqu'un qu'on peut recevoir quand on crée un jeu, c'est que ça fait triper des gens, ça fait triper d'autres gens que nous, parce qu'à quelque part, c'est un peu pour ça qu'on crée souvent des jeux qu'on aimerait jouer nous-mêmes. Fait que savoir que d'autres gens ont aimé ça. Mais oui.
Non, c'est vrai que c'est flatteur. Pour vrai. Comme je dis, je m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est spécial parce que tu sais, n'importe quel acte créatif tu passes par plusieurs phases. Il y a tout le temps l'engouement de l'idée de base. T'es comme, ah, c'est vraiment une bonne idée. Puis là, t'as ton premier mur que tu frappes. Puis là, si t'es pas à l'aise avec le processus créatif, le mur il fait mal. Ouais, Il ouais. fait très mal. Puis là, tu peux être crampé en quatre, la terre au pied du mur, en train de pleurer pendant 2 semaines. Puis là, à un moment donné, tu réalises, ah, il y a une fissure dans le mur. Là. Tu te craques la fissure. Puis là, t'arrives de l'autre bord. Puis t'as un autre élan de fou. Ben, t'en frappes un mur. Tu sais, c'est constamment mettre le pied sur des râteaux. Là. J'ai un Google Faire des un jeux. Google Drive plein de jeux qui ont frappé des murs, mais que j'ai pas réussi à passer au travers le mur. Ouais, c'est Ouais. tout à fait comprenant. Puis ce jeu-là, c'est ça, j'ai eu plusieurs murs. À chaque fois, j'ai réussi à le contourner. Ça a été, c'est la chose dont je suis le plus fier avec ce jeu-là, c'est que j'ai souvent été confronté à des réalisations du genre, ça fonctionne tellement pas. Mais j'ai réussi à faire la chose qu'il faut faire dans ce temps-là. Puis c'est se dire, bon, je vais laisser du temps. Je vais juste laisser un peu de temps. Je touche pas à ça aujourd'hui, je touche pas à ça demain. Je vais y revenir avec une tête fraîche, une tête neuve. Puis là, peut-être que je vais trouver une meilleure idée. Puis une fois sur, tu sais, une fois sur deux, ça marche. Là. Mhm. Euh, fait que le processus créatif a pas été plate, c'est pas le mot, mais il n'a pas été autant montagne russe que ceux d'avant. Tu sais, c'est le premier jeu que je crée où j'ai pas des grands moments de désespoir puis des grands moments de joie. Là. C'était plutôt smooth sailing tout le long. Parce que je savais c'était quoi les défis de la création, puis j'étais capable de dealer avec ça. Euh, fait Pour que moi, quand je c'est l'ai juste quelques donné, semaines. Fait que ouais, un jam, le pire que ça peut être, c'est des montagnes russes pendant Ouais. deux semaines. Pas comme les jeux qui sont à très longue haleine, qui là, tu peux avoir des longues périodes où. Est-ce que tu parles par hey, toi- expérience, ouais, c'est ça que Dominique? j'allais dire. Ben moi, il y a des jeux comme Vers le sommet où j'ai eu des mois où j'ai pas travaillé dessus, puis j'ai mis Ouais. de côté, puis j'ai recommencé. Il y a d'autres jeux que j'ai fait ça pendant des années, de reprendre, des laisser décanter, de reprendre ça, puis il y en a un que j'ai fini par me dire non, celui-là, il est mort. Faut que tu le laisses aller, parce que ça va nulle part, tu essaies de le faire revivre de plein. C'est comme rendu un zombie à ce Ouais. point-ci. Fait que c'est sûr que ça peut être difficile, puis on a tous des histoires de gens qui disent ah, ça, c'est mon projet fétiche sur lequel je travaille depuis 20 ans, mais je suis pas prêt à le sortir. Mais des fois Ouais. aussi, faut Faut le faire aussi juste pareil. le faire. Faut juste C'est. le Oui. sortir, puis au pire, tu Ouais, ouais. passes à autre chose. Puis ça, c'est une mentalité essentielle dans les jams. Juste te dire, je le fais, c'est tout. Genre, je sors de quoi, tu sais, mettons que t'es disposé à le faire, là. Je sors de quoi, puis peu importe ce que je réussis à faire en 2 semaines, c'est ce que je fais, puis c'est tout. Moi, Let's tous go. mes jeux, ça a été ça, le jam aussi. Puis ça a été souvent de. Ah, il reste combien? Ah, il reste 2 jours à la jam? Ok, bon, ben, je vais faire ça. Je vais faire mon jeu en 2 jours. Moi, je marche sous la pression souvent. J'ai eu la chance justement de faire aussi mes premières jams. Je les ai créées en duo, là, avec Bruno d'ailleurs, qu'on a fait le jeu Bécos Euh, pour la jam Donjon et Cacanalisation. C'était une jam du 1er avril. Shout-out à Bruno, une fois qu'on en parle, là, puis ce gars-là, là, il a vraiment des idées débiles. J'aime ça, aujourd'hui, game design avec. Tu sais, il a soumis quelque chose à un jam récemment, là. Le- Il y a pas de. La seule mécanique, en fait, du jeu, c'est que tout le monde a un biscuit. Puis à chaque fois que tu veux agir, faut que tu prennes une bouchée de ton biscuit. Puis quand t'as plus de biscuit, tu peux plus agir. C'est tellement. C'est tellement simple, mais je veux manger un biscuit en jouant à un jeu de rôle, tu sais, c'est Mhm. débile comme idée, là. Puis il y a juste des idées de même. Justement, tout en carton, là, faire un tombeau avec Mhm. des idées de pièces dans même, tu sais, c'est tout le temps des idées ultra éloquentes, je trouve, là. D'ailleurs, Je l'ai Cette devise-là. révisé, celui-là, d'ailleurs, tout en carton, puis je disais à Bruno, comme, c'est, tu sais, vois ça comme un défi. Je pense qu'il voyait ça comme un défi, puis à chaque fois, il finit, bon, pas nécessairement à chaque jam, c'est arrivé qu'il n'a pas eu nécessairement le temps ou d'inspiration, mais honnêtement, il en a produit plusieurs, puis moi, je révisais, puis je dis, je vais t'aider à voir la langue, puis je disais, comme pour Draconnet, je pouvais pas parce que c'était un jury. Mais sinon, ça peut aussi être utile d'avoir des gens qui sont là pour juste pour Compléter. relire. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait une communauté aussi, c'est pour qu'on puisse Mhm. s'entraider, même pour des jams. Je me rappelle, moi, les dernières jams que j'ai participé, je mettais des versions test qu'on n'a pas vraiment testées, mais au moins les gens pouvaient les lire. Puis, parce qu'encore une fois, on a comme 2 semaines des fois, fait que c'est mhm. pas beaucoup de temps Tu, pour.
Ça me fait penser qu'une autre des choses qui m'a dissuadé de la qualité de mon jeu, en fait, qui fait en sorte que je pensais pas faire le podium, c'est que j'ai pas eu vraiment. Ça faisait pas si longtemps que ça qu'il y avait eu le dernier jam. Puis j'avais déjà harcelé mon monde pour qu'il lise mes affaires puis qu'il me donne des commentaires. Fait que là, je me sentais pas à l'aise de le faire encore une fois. Fait que finalement, personne n'a lu ce jeu-là à part moi, avant que je le soumette. Fait que j'avais aucune idée si c'était bon ou pas. J'avais eu aucune rétroaction, puis je me disais juste que ça pouvait être néfaste. Bon, finalement, j'ai la première place. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse interpréter, mais, Donc, mais c'est c'est ça. vraiment une belle réalisation. D'ailleurs, Merci. on parlait de mécanique originale, un petit shout-out à mon autre coup de cœur qui était Département des retours, qui était pas nécessairement, qu'un jeu qui était pas nécessairement complet, qui manquait des petites choses, mais que l'idée de résoudre, qu'on travaillait dans une bibliothèque puis de résoudre les conflits à l'aide de livres, que tes statistiques c'était un nombre de verbes, de mots, d'adjectifs, puis tu prenais un roman à côté de toi pour résoudre les actions. Fait qu'il y a vraiment des petites perles d'idées là, dans cette jam-là. Il y en a Ben, plein la question, d'intéressantes. c'est quand est-ce qu'on essaye ces jeux-là, surtout quand on essaye la sixième excursion. Ah, c'est vrai, Moi, hein, va falloir. Ouais, c'est bon, c'est un rendez-vous. Virtuellement. je suis Un- willing une petite n'importe partie de quand. sixième excursion. Si Ce qui quelqu'un est veut en- l'offrir à Draconis, On va aller chasser quoi de le. mieux que d'offrir des petits jeux comme ça à Draconis? Ouais, ouais, mais le pire, c'est que j'ai l'impression que Draconis pourrait faire ces jams-là avant avant le festival. Mhm. Euh, pour qu'on soit distribué pendant le festival. Ou Ben, qu'on je y pense que joue, c'est ou qu'est-ce qu'on qui les risque essaie. d'arriver, parce qu'ils ont parlé dans leur débrief du fait que, entre autres, ça marchait pas d'avoir plein de panels pendant le Ouais, festival, puis que le panel du jury, ils vont bouger ça pour le faire en ligne, comme la dernière édition. Fait que ouais, ça risque d'être avant, comme tu dis. Donc, Mhm. c'est c'est une ça. parfaite occasion pour les amener à reconnaître, féliciter les gens en personne. Ben oui, puis c'est ça. Puis tu sais, après ça, est-ce qu'on peut imprimer des copies de votre jeu puis qu'on fait juste les donner de même à qui le veut Di- pendant le festival? C'est Dino awesome. Voyou l'ont fait, il y avait des copies Ah ouais, imprimées. hein? Ouais. Ah, cool. Ah, cool. Fait que, Ouais, mais ouais, awesome. plein de belles idées pour le futur et on espère, hein, qui sait, peut-être un jeu, peut-être qu'on verra un jeu de Jocelyn ou Maglou un jour, peut-être qu'on verra un jeu de Doja dans la Peut-être un communauté. jour. Mais Pas de pression, pas de pression. merci beaucoup de t'être joint à nous, Jonathan, pour nous parler un Mhm, petit peu de la merci. jam et de ton Ça jeu. me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait extrêmement plaisir. Nous, ça va être la fin de cette première discussion de Dans l'ombre du dragon. Les sujets vont changer de fois en fois. On va parler un peu de tout et de rien. Mais j'espère que vous aimez le format. Ça fait un petit peu différent de juste nos parties et nos retours de parties. Nos retours. Je, Oui, je vas-y. trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Ah, ben, franchement, là, souvent, je suis pas un gars qui écoute vraiment des actual play. Fait que souvent, j'écoutais votre actual Sors! play pour avoir une. Non, mais j'écoutais le vote pour avoir une meilleure idée de ce que, tu sais, de ce à quoi vous faites référence dans vos discussions après. Mais c'est tout le temps le troisième épisode discussion auquel j'avais hâte. Mhm. Parce que c'est là que j'avais hâte de voir comment vous allez analyser les mécaniques et vos impressions, tout ça. C'est ça qui m'intéresse plus. Fait que, tu sais, que vous ayez un format qui va direct dans ça, dans l'expérience que vous vivez, puis l'analyse que vous faites d'une telle situation, c'est bonne idée. Chapeau. Donc, sur ces beaux mots, merci. Merci encore une fois et merci à tout le monde qui nous écoute ou nous regarde. On vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, fin de semaine et on vous dit à la prochaine pour découvrir d'autres jeux qui se cachent dans l'ombre du dragon. Dragon. Bye bye! Bye. Bye! Au revoir.